Bonsoir à tous, il n'est jamais trop tard pour célébrer des noces. Bienvenue dans ce Face à la presse exceptionnel puisque nous accueillons deux invités, deux jeunes mariés peut-être, deux associés sûrement, Édouard Schumacher et Olivier Lamiraud. Bonjour tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à la tête des groupes éponymes, comme l'on dit, Schumacher et Lamiraud, deux grands concessionnaires multimarques devenus aujourd'hui un groupe qui s'appelle LS. On va en reparler. Au total, à vous deux, vous devez peser, ou vous devrez peser, plus de 35 000 voitures neuves chaque année et 25 000 VO. Vous me corrigerez peut-être dans un instant. On va parler avec vous de l'avenir du secteur, des nuages qui s'accumulent sur fond de dépollution et de disparition programmée du moteur thermique. Alors, comment s'adapter? Quels seront les canaux de distribution dans 10 ans pour l'automobile et pour tous les objets de mobilité? À quoi ressembleront vos métiers? On va en parler. Et pour vous interroger, bien sûr, nos fidèles Christophe Bourou, RTL, bonjour. Bonjour. Pierre de Villeneuve, Europe 1, bonjour. Bonjour. Et Alexandre Guillet de l'Argus. Bonjour Alexandre. Bonjour. Petite question toute simple pour démarrer. Est-ce que c'est un mariage, une association? Est-ce que vous acceptez le terme mariage, tous les deux? Oui, ça nous va assez bien, je crois. Mariage, c'est la réalité, puisque c'est pas le rachat d'un groupe par un autre, c'est... on aime bien employer le mot rapprochement ou fusion. Ouais. Et c'est vrai que nos histoires respectives font qu'on a une relation assez fusionnelle. Oui, alors dites-nous un mot tout de suite de votre histoire à vous, Olivier Lamiraud, avec la famille Schumacher. Moi, c'est simple. André Schumacher était un ami de mon père qui l'avait convaincu en 1963 de passer de concessionnaire Citroën à concessionnaire Renault. Et à l'époque, c'était pas évident. Donc, nos familles étaient déjà liées. Et quand j'ai choisi d'essayer de devenir mon propre patron de la distribution automobile, je suis allé voir André Schumacher en lui demandant de m'apprendre le métier. Ouais. Et il vous l'a appris. Et il me l'a appris. Et c'était votre papa? C'était mon papa que j'ai perdu en décembre 2006. Ouais. Et en 2007, j'ai eu la même démarche que celle que Olivier a eue vis-à-vis de mon père. Mais là, Olivier était un ami, je suis allé le voir. Et c'est lui qui m'a conseillé lorsque j'ai repris la direction du groupe. Et vous êtes tout jeune, vous aviez quel âge à l'époque? 25 ans. À 25 ans, vous avez repris les rênes du groupe? Oui. Qui pesait lourd déjà, hein? Qui pesait lourd, mais le record, je ne l'ai pas battu puisque c'est Olivier qui le détient. Et je crois qu'Olivier est devenu concessionnaire à l'âge de... 24 ans. 24 ans. Ouais. Chef des ventes à 23 ans, concessionnaire à 24. Ouais. J'ai cité deux chiffres en commençant, 35 000 voitures. C'est ce que vous pesez aujourd'hui? Oui. Alors, c'est ce qu'on pèsera au 1er avril. Ah. Exactement, puisque notre alliance s'agrandit. Et un troisième groupe va rejoindre très probablement notre bel ensemble. Lequel? Le groupe Guillemot, qui est un groupe exclusivement Renault, qui est en Mayenne. Essentiellement en Mayenne, et qui fait un peu plus de 5000 VN. La couverture géographique de vos activités, vous couvrez à peu près tout le pays aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des zones blanches? Alors, tout le pays, pas encore, mais en Île-de-France jusqu'en Mayenne, et pour terminer en Bretagne Nord. Ouais. Et sans zone blanche, ou quasiment. Ouais. Donc c'est un grand quart nord-ouest. Ouais. Tout s'est passé magnifiquement, l'autorité de la concurrence a applaudi. Je ne sais pas si elle a applaudi, mais en tout cas, elle n'a pas mis d'opposition, parce qu'il y avait une complémentarité assez évidente de nos marques, mais également de nos secteurs géographiques. Donc on ne s'est pas retrouvé à se chevaucher sur un territoire. Alexandre. Alors, le processus de concentration est très marqué dans votre secteur depuis quelques années. Vous l'avez observé, on a vu des grosses opérations. À quel moment vous vous êtes dit, respectivement, peut-être qu'il faut qu'on songe à associer nos forces, à voir le coup d'après, pour peser un groupe qui, on n'a pas cité le chiffre, mais grosso modo, on dépassera le milliard de chiffre d'affaires si tout va bien. Donc ça fait partie largement du top 10 hexagonal. Je voulais savoir, vous, à quel moment vous avez eu le déclic de vous dire, tiens, la concentration, pour survivre d'une certaine manière, ou non, ça c'est à vous de le dire aussi, on n'y échappera pas. Je crois qu'on peut dire que notre première réflexion, elle date d'il y a plus de 3 ans, presque 4 ans, et on avait envisagé un schéma un petit peu différent, et on s'est rendu compte l'un et l'autre que c'était un petit peu tôt, et on a repris nos échanges fin mai. Et en 3 réunions, on était d'accord sur tout.
y compris sur la valorisation de nos groupes. C'est d'abord une histoire d'homme, Oui. et c'est ce qui nous a motivés, c'était vraiment l'envie de travailler ensemble. Et au-delà de l'autorité de la concurrence, le rapprochement a été applaudi, en tout cas avec beaucoup d'enthousiasme, par les équipes des deux groupes respectifs. Et les constructeurs, vous couvrez combien de marques là aujourd'hui, vous deux? 18 Si tu le dis. 18. Dans une vie antérieure, vous avez été représentant de l'ensemble des concessionnaires français au sein du CNPA. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que si on ne se regroupe pas, on est mort. Alors, est-ce que ça veut dire aussi que si on n'est pas de votre taille, le territoire français va mourir, les petits concessionnaires vont ne plus exister? Est-ce que vous avez l'impression d'être en position de monopole? Et par rapport aux autres concessionnaires, comment vous vous situez aujourd'hui? Alors, on n'a surtout pas le sentiment d'être dans une situation de monopole. On n'a pas non plus la science infuse et on ne dit pas que ce qu'on fait, c'est l'avenir et qu'il faut absolument faire ça. On est simplement parti d'un constat, c'est que l'évolution de la distribution automobile, avec notamment un transfert de charges extrêmement marqué depuis quelques années des constructeurs vers les distributeurs, fait qu'il y a des besoins financiers qui sont importants et pas obligatoirement facile à suivre pour des petits indépendants, ce qui n'est pas péjoratif dans ma bouche, hein. On pense également que le développement du digital va nécessiter des investissements importants et que là aussi c'est plus facile de les amortir sur un volume assez conséquent. Et enfin que la relation avec les constructeurs va changer. Alors je ne veux pas parler de rapport de force, mais il est évident qu'on est plus écouté quand on pèse 26 000 Renault que quand on en pèse 600. C'est ce qu'ils vous ont dit? Comment est-ce qu'ils ont apprécié ils le disent pas, non, mais je pense qu'ils partagent la même, une vision similaire et un constructeur comme Renault, par exemple, nous a clairement dit on préfère avoir des interlocuteurs comme vous qui êtes issus de l'automobile que des groupes purement financiers. Des groupes familiaux qui ont renouvelé à travers les générations leur attachement à la marque. Qui sont suffisamment solides pour effectivement investir et passer les transformations et les mutations des années à venir et qui seront fidèles aux constructeurs partenaires. Alors je posais une question un peu provocatrice, mais est-ce qu'aujourd'hui un concessionnaire a encore de l'avenir parce que tout va passer par Internet, on l'imagine. On voit aussi que les clients qui arrivent en concession, ils sont plus au courant que le vendeur souvent, puisqu'ils se sont renseignés. Donc les vendeurs ont des difficultés aujourd'hui à s'adapter, les constructeurs savent pas trop comment faire. Est-ce que vous pensez que cette union, est-ce que vous pensez que vous avez un avenir dans la distribution entre guillemets classique où il va falloir très très vite changer et vous adapter? Moi, je pense qu'on a non seulement un avenir, mais je pense qu'on va avoir un rôle beaucoup plus important que dans le passé, pour une raison qui est simple, c'est qu'aujourd'hui, le client ne sait pas ce qu'il doit acheter. Donc, il est certes très informé quand il vient chez nous, mais ce qu'il faut... entre le diesel, l'essence... Merci l'accès au diesel, c'est ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Bien sûr. Nos conseillers commerciaux, aujourd'hui, portent bien leur nom, quoi. C'est plus des conseillers commerciaux que des vendeurs. Et comme on pense effectivement que leur métier va évoluer, on a un petit peu anticipé en créant notre propre centre de formation qui nous permet aujourd'hui de former des jeunes vendeurs à ce que sera le métier demain. C'est-à-dire on les attrape à quel âge et ensuite c'est comme un 18-20 ans. Et après ils font l'équivalent d'une école. Oui, c'est de l'alternance, ça dure 14 mois et on a beaucoup de fierté avec Édouard. La major de notre première promotion est aujourd'hui une des plus performantes de tous nos vendeurs. Qui paye les études, cette formation? C'est notre centre de formation et on le fait évidemment avec le GNFA le GNFA qui est l'organisme, je dirais, de formation professionnelle qui dépend notamment du CNPA. Et on touche nous des aides puisqu'on a un centre reconnu par les pouvoirs publics. Quand vous voyez un groupe comme Tesla qui arrête la distribution, on va dire classique, vous vous dites là il y a un problème, vraiment faut qu'on aille très vite. Alors ils n'arrêtent pas la distribution. Entre guillemets, en tout cas ils sont il y a des velléités en tout cas. Et au contraire ils vont renouveler la distribution physique. Mais il y a une velléité, il y a un désir, en tout cas ils ont envie de bouger, ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe. De mon point de vue, plus à une problématique financière qu'à une stratégie.
Donc pour vous, il n'y a pas... Non, moi là aussi, les constructeurs disent qu'il faut réduire la taille de vos immobiliers. Alors certes, il faut qu'on comprime nos coûts au maximum, mais le client qui vient chez nous, il vient pour trouver ce qu'il ne voit pas sur Internet. Et ce qu'il ne trouve pas sur Internet, c'est une voiture dans laquelle il puisse s'asseoir et qu'il puisse même essayer. Mais ça veut dire qu'il a besoin de toute la gamme, de toutes les motorisations Toute la gamme, toutes les motorisations, non, mais suffisamment de choix pour qu'on puisse répondre à sa demande. Je crois qu'il a surtout besoin, oui, effectivement, d'une expérience. De renouer avec la marque. Notre valeur ajoutée, pour répondre à votre question, ça sera sur le service. Le service, c'est pas simplement un service après-vente, ce seront des services de mobilité, de car sharing, de réassurance dans le cas des transactions de particulier à particulier. Que vous pratiquez déjà tous ces services ? Qui sont en cours de déploiement, effectivement. Oui. Je reviens un instant sur les constructeurs, puisque vous avez évoqué le rapport de force, qui est une histoire ancienne dans l'automobile, que vous connaissez beaucoup mieux que nous tous d'ailleurs. On sent une inflexion dans le discours de certains d'entre eux, justement, qui va plutôt dans le sens d'un rapprochement de gros faiseurs dans la distribution. Pour le citer, Monsieur Pierre Boutin, président de Volkswagen, qui dit qu'il voudrait, des marques que vous connaissez bien d'ailleurs tous les deux, et qui voudrait un réseau plus entrepreneur, avec des standards plus flexibles. Ce sont encore des belles paroles, où vous sentez réellement, vous, dans les échanges que vous avez avec ces constructeurs de premier plan, cette inflexion prête à se mettre en musique sur le terrain? Je crois qu'il y a deux mouvements. Les constructeurs veulent créer des écosystèmes dans lesquels leurs constructeurs partenaires, leurs partenaires légitimes, entre guillemets, vont évoluer avec eux pour asseoir un nouveau modèle économique. Mais ils ont bien conscience qu'ils ne sont plus omniscients ou omnipotents et qu'ils peuvent écouter des grands groupes de distribution, des forces vives en présence, des nouvelles solutions pour essayer d'adapter ce modèle économique. On parle de nouvelles solutions, de nouveaux services. Le vrai enjeu, la vraie clé, c'est de trouver nos rentabilités et nos business models. C'est ça le vrai enjeu. Les idées sont là et on les partage. Donc je pense qu'on est plutôt dans un rapport de confiance où on voit les distributeurs légitimes et les constructeurs essayer de serrer les coudes pour trouver des solutions et faire évoluer le modèle. C'est-à-dire il y a encore de l'affect, j'allais dire, c'est assez étonnant d'ailleurs en 2019 que je pose même cette question entre les constructeurs et les distributeurs. A toujours autant d'affect, et c'est bien cet affect qui nous a réunis, qui a convaincu les constructeurs, comme vous le disiez, qui avaient quand même un cahier des charges, on parlait d'immobilier en disant vous êtes bien gentils, mais vos grands garages, là on va plutôt faire des petits stores à la mode. On sent que l'affect est quand même passé, tout ça. Mais là, vous me parlez quand même d'histoire familiale, d'accompagnement presque. Mais moi, je dirais que ça dépend des constructeurs. Hein. Prends un constructeur comme Toyota, par exemple, qui est le constructeur qui, de tout temps, a toujours manifesté un grand respect pour ses distributeurs. Pour eux, l'histoire est importante. Et le choix entre deux intervenants, un qui a une histoire avec Toyota et un extérieur, ils n'hésiteront pas une seconde. Ils vont prendre celui qui a une histoire avec Toyota. Il y a la confiance. Il y a ça, mais aussi parce que l'automobile, malgré tout ce que les pouvoirs publics tentent de faire, reste un produit hyper passionnel. Vous le ressentez Oui, mais bien sûr, à la fois les constructeurs, les clients, tout le monde. Enfin, mais on le ressent. Et aujourd'hui, où effectivement on ne sait pas très bien où on va dans l'avenir de l'automobile, dans la distribution, etc., les constructeurs, s'ils s'appuient plus sur nous que dans le passé, c'est parce qu'ils se rendent bien compte que ceux qui connaissent le mieux leurs clients, ce sont les distributeurs. Et sur l'immobilier, sur la représentation, en fait, puisqu'on parle de ça, et de certains standards, parce que les cathédrales, c'est quand même souvent les constructeurs qui les imposaient auparavant. Hein. C'était pas c'était pas une coquetterie des distributeurs, loin de là. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, ce petit changement d'approche, vous, au sein de votre groupe, avec les synergies que vous pouvez mettre en place, est-ce qu'il n'y a pas une réorganisation des sites avec certains qui seront très flagship, désolé pour l'anglicisme, et puis d'autres qui sont plus dédiés à l'après-vente, au VO, je sais pas, différentes activités. Est-ce que ce sont des synergies sur lesquelles vous travaillez dans le cadre, maintenant, j'imagine que vous avez un plan en interne, sans révéler de choses confidentielles, mais sur lesquelles vous allez mettre en œuvre des choses pour plus d'efficacité et de rentabilité? Je crois que vous avez tout dit, parce qu'effectivement, tous les standards seront parfaitement respectés, les standards constructeurs. En revanche, on va aller vers une spécialisation des standards et des services proposés. Et les anciennes cathédrales, ou ces grands sites de dimension aujourd'hui très contraignantes, monovalence, lourdeur, poids structurel, et puis problème d'activité qu'on ne peut plus déployer comme on le faisait par le passé,
Désormais, on peut discuter avec les constructeurs et on essaie de trouver des solutions les plus adaptées au contexte. Donc on parle de spécialisation d'activité, on peut parler de services rapides. Vous voulez dire que les clients ne viennent plus ou moins dans les cathédrales? C'est trop grand? C'est trop... Moi, je pense qu'ils viennent toujours autant, mais ils sont beaucoup plus qualifiés. Ils savent exactement ce qu'ils viennent chercher. Et le flux est ailleurs, le flux est digital, et c'est un flux, c'est un parcours qui doit être le nôtre et qui doit être maîtrisé par nous. C'est ce que disait Olivier. Le parcours, il se fait d'abord en dehors de la concession, mais le concessionnaire a bien son rôle à jouer. L'arrivée dans la concession, c'est la dernière étape. C'est l'étape ultime. Est-ce que le service est imposé par le constructeur de plus en plus, ou c'est vous qui allez proposer vos propres services, en plus parfois des constructeurs? Comment ça va se passer? Il y a des standards des constructeurs, et puis il y a ce que nous on peut ressentir. La mobilité, on n'a pas entendu que les constructeurs nous disent il faut proposer un véhicule de remplacement pour le faire, parce que ça répondait à un besoin des clients. S'ils n'avaient pas besoin d'un véhicule de remplacement, qu'il y ait une solution pour les ramener à leur lieu de travail. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les clients, ils veulent que l'utilisation de leur voiture soit la plus simple possible. Alors c'est pour ça qu'on parle effectivement dans les grandes agglomérations comme Paris d'autopartage, du fait que les gens sont plus propriétaires de leur véhicule. C'est des visions très urbaines et grands centres. Je prends l'exemple de Chartres. Moi, la majorité de mes collaborateurs, ils habitent dans des petits villages qui sont en périphérie de Chartres, à 5, 10, 20 km. Oui, et aujourd'hui, faire de l'autopartage pour trouver quelqu'un qui va à la même heure au même endroit, c'est quand même pas toujours évident quand vous habitez dans un petit village de 1000 habitants. Donc la voiture, elle reste indispensable. Et encore une fois, nous, on a par rapport au constructeur l'agilité de pouvoir nous adapter aux besoins du client. Et qui va être très différent si on est à La Défense ou si on est à Châteaudun. À nous de rendre le parcours beaucoup moins pénible, d'ôter toutes ces contraintes jusqu'à notre service. Même si vous vendez des voitures à ceux qui font de l'autopartage. Bien sûr. La boucle est bouclée. Et on est très content de leur vendre des voitures. Alors, quand on parle de mariage, en général, on s'inquiète, en tout cas dans l'industrie, pour l'emploi. Vous avez parlé de votre centre de formation il y a un instant. Il n'y a aucune menace sur l'emploi avec ce nouveau groupe? Non. Aucune. Non, ce sont des concessions qui sont groupées par pôle opérationnel autonome. Ça ne changera pas. Il n'y a aucune réduction d'effectifs. Les seules synergies qu'on aurait pu imaginer sont au niveau de la société de tête. Et justement, c'est l'intérêt de ce rapprochement, c'est que nos compétences étaient complémentaires. Donc chacun trouve sa place dans le nouvel environnement et il n'y aura aucune réduction d'effectifs. Alors la gouvernance, justement, quel patron? Ça, c'est une vachement bonne question. Hein. Ouais. En réalité, au départ, on avait imaginé... Qui est Premier ministre, alors? Alors, on avait imaginé au départ, Édouard très opérationnel, moi plus conseil de surveillance. Et puis, je pense que dès la première semaine, on s'est dit, non, conseil de surveillance qui parle un peu de stratégie, c'est stupide qu'Édouard n'y participe pas. Et puis, sur l'opérationnel, on va avoir 58 sites de concession, plus de 60 sites en comptant les carrosseries groupes, le centre de prépa, etc. Je veux dire, on a largement de quoi être très occupés tous les deux. En revanche, pour moi, qui depuis 40 ans travaillait seul, en prenant les décisions d'entrepreneur seul, même si je m'appuyais beaucoup sur mes équipes, moi j'ai beaucoup de bonheur à partager tous les projets qu'on peut avoir avec Édouard. Oui, parce qu'on parle des grandes incertitudes. Moi, je suis quand même très heureux de pouvoir échanger avec Olivier. On est sur des décisions qui sont très engageantes en termes d'investissement humain, financier. Deux têtes valent mieux qu'une. Il peut nous arriver quelque chose et à l'un et à l'autre. Et quand on a la tête d'une entreprise de 1700 collaborateurs, avec des relations interpersonnelles avec les constructeurs aussi fortes, mieux vaut garder un lien permanent. Donc vous présidez le directoire, vous, Édouard Schumacher? Oui, mais Olivier s'invite très souvent quand il le souhaite avec plaisir en directoire et je ferai la même chose en conseil de surveillance. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il y a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Pierre de Villiers? Sur ce qui vient d'être dit, sur la relation institut-personnel avec les constructeurs, est-ce que chacun, par ses marques, a une relation privilégiée avec certains constructeurs? Justement, ce qui fait votre complémentarité? Alors, d'abord, on a des marques en commun. Ouais, et d'ailleurs, les relations se font en commun. Par exemple, on peut les citer, Renault, le groupe Volkswagen.
principalement Renault, à peu près 26 000 véhicules, c'est ça. Le groupe Volkswagen, 5 000. Et puis des apports de part et d'autre, notamment Toyota, Suzuki, Nissan, du côté d'Olivier, et de mon côté, les marques du groupe FCA. Alors c'est vrai qu'il y a des relations... Vous êtes plus italien et lui plus japonais. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Absolument. L'énoncé des marques. La prime à la conversion, comment ça se passe? Parce que bon, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes. Comment concrètement ça se passe pour vous? Concrètement, ça marche quand même bien, je dirais même beaucoup mieux que ce que les pouvoirs publics avaient imaginé en termes de volume. Donc nous, on est contents parce que ça fait faire du business. On est un petit peu moins contents pour nos trésoreries. Parce que aujourd'hui, de combien vous avez mobilisé combien pour cette prime? Je pense que sur le périmètre de l'ancien groupe Lamiro, on doit être quasiment à 1 million de découverts. Et 1 million d'euros dehors. Ouais. Oui. Ouais. Et chez Schumacher, La même chose. pareil. Oui. Est-ce que vous faites partie de ceux qui avançaient les montants concernés, Bien sûr, ouais. voilà, c'est un choix que vous avez pris aussi. Je veux dire, vis-à-vis du client, encore une fois, quand on est là pour arranger le client, on va pas lui dire tu payes et puis l'État va te rembourser. Parce que souvent, quand ils achètent leur voiture, la prime de conversion, elle est dans leur budget, donc ils peuvent pas l'avancer. Ça y est, le mot est lâché. La prime de conversion. Alors, puisqu'on en est là, quelle est la situation pour vous et vis-à-vis des pouvoirs publics sur ce sujet-là? Nous, on ne peut pas faire grand-chose à titre individuel, donc le CNPA s'est mobilisé, a une action assez forte et avec des résultats où il y a eu des déblocages sur la fin de l'année. Mais bon, il y a toujours un... Il y a un train de retard. Ouais, il y a toujours un train de retard. Ouais. Ouais. Mais c'est pas nouveau, hein, c'était pareil avec les primes à la casse. C'est malheureusement assez constant. Qu'est-ce que vous vendez comme véhicule électrique l'un et l'autre? Enfin, le nouveau groupe, quelle est la part de volume électrifié, puisque pour il y a quand même un japonais qui a pris Il y a une un stratégie Oui, assez... voilà. Mais disons hors Toyota, je parle de véhicules purement électriques. Principalement, ça va être la marque Renault. Je pense que sur le groupe, hors arrivée du groupe Guillemot, à mon avis, on va être sur, entre 4 et 5% des volumes. Et vous arrivez à faire votre beurre sur les véhicules électriques, puisque système de location, on a l'impression que les constructeurs vont un peu vendre à perte au départ, ça va être un peu compliqué. Est-ce que vous arrivez à vous y retrouver on va dire financièrement? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir faire du business sur les voitures électriques? On en fait aujourd'hui parce qu'on parle d'1 millier de véhicules quand même chaque année sur les deux groupes réunifiés. Oui, on en est convaincu. De toute façon, c'est une marche qui est inéluctable. Volkswagen annonce d'ici 2028, je crois, c'est 70 véhicules électriques. Une grande marche en avant. Même Toyota aura annoncé aussi développer un véhicule électrique. Alors, est-ce que ça sera la solution définitive? Est-ce que ça sera une solution parmi d'autres? En tout cas, les véhicules électriques auront leur place. Et puis, on aura un marché chinois qui va tirer le véhicule électrique. Alors, vous le savez évidemment, Carlos Tavares a donné une interview au Figaro qui a fait un peu de bruit, le patron de PSA, il y a quelques jours. Il dit si les constructeurs ne vendent pas assez de véhicules électriques, ils seront ruinés par des amendes, puisqu'ils garderont le thermique. Est-ce que vous partagez cette inquiétude? Qui n'est pas une petite inquiétude, parce que je crois qu'il y a 15 millions de voitures vendues en Europe et 17 millions de salariés. Moi, je suis toujours stupéfait du dogmatisme et des grandes décisions qui sont prises par les pouvoirs publics. Alors, est-ce que les constructeurs ont menti et continuent à mentir sur le diesel? Moi, j'ai juste le sentiment, très bêtement, que l'électrique, c'est top quand on est en ville, que l'hybride, c'est génial quand on fait de la ville et puis du périurbain, mais que quand on descend de Paris à Marseille par l'autoroute, le diesel, c'est quand même ce qui est de plus efficient. Alors, on veut tuer le diesel. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, c'est clair que le business model avec l'électrique, il ne peut pas être le même que sur les thermiques, parce qu'il n'y a plus d'après-vente. Enfin, il y a quasiment plus d'après-vente. Et aujourd'hui, clairement, on n'a pas la même marge sur une Zoé que ce qu'on peut avoir sur une voiture thermique. Cela dit, on a des marges réduites avec Dacia et le business plan Dacia, même pour nous, il est quand même pas complètement. Mais puisque vous en parlez, est-ce que vous avez une idée de la marge que vous aurez sur une 208 électrique, puisqu'elle va arriver dans très peu de mois? Alors on fait pas Peugeot. Oui, alors ça viendra. Mauvais exemple, mais sur une Renault, je suis pas sûr que ça viendra. La future Zoé. Mais
je pense qu'aujourd'hui, la réduction des marges, elle est liée aussi au prix de revient du véhicule pour le client, et que le développement du nombre de véhicules électriques va entraîner une baisse du coût des batteries et des prix de revient pour les constructeurs qui soient plus compétitifs. Moi, j'ai quand même entendu Monsieur Bolloré cette semaine dire que Monsieur Bolloré de Renault dire que le véhicule électrique était rentable pour Renault. Donc les coûts vont baisser obligatoirement, et je pense qu'à un moment, même si les aides baissent, on sera compétitif, et que nous, on arrivera à gagner notre vie en vendant des voitures électriques. Au contact direct des clients, au-delà des sondages avec des échantillons plus ou moins bien structurés, est-ce que vous sentez un réel attrait, une réelle curiosité, fût-elle un peu lointaine, pas encore prête à passer à l'acte d'achat, ou non? Si, on le sent. Moi, je suis assez frappé parce que justement, à Chartres, on pourrait imaginer ces campagnards, le véhicule électrique, c'est pas adapté. Les gens font assez vite leurs calculs et se rendent compte que s'ils habitent à 30 km de leur lieu de travail, le véhicule électrique, c'est top. C'est top parce qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a des locations qui sont vachement compétitives avec la pose de la wallbox, donc de la recharge chez eux. Et on trouve plus de clients avec un petit pavillon dans un petit village que dans le 7e arrondissement. Alors traditionnellement, on veut discuter surtout le bout de gras avec les concessionnaires pour le prix de la voiture. Est-ce qu'avec le véhicule électrique, on peut encore le faire? Parce que non. Ah non, c'est le prix comme une Dacia, le prix déterminé à l'avance. Mais vous savez, en marge réduite, vous soulignez quand même le changement du modèle économique. Il va falloir qu'on trouve aussi des sources complémentaires de marge. Et c'est pour ça que les constructeurs travaillent à la mise en place d'écosystèmes et de services. Pas répondu. Alors, une Golf électrique, vous allez gagner moins d'argent avec une Golf électrique qu'avec une Golf thermique. Oui. Ça, vous en êtes sûr? Vraisemblablement, oui. Donc on peut dire ça de toutes les voitures, enfin toutes les voitures électriques. Oui. D'accord. Mais encore une fois, j'ai le sentiment que l'évolution dont on nous parle sur le mode de consommation des clients et d'utilisation de leur voiture, ça va être un petit peu plus long que ce qu'on croit. Mais on va devoir offrir des nouveaux services aux clients. Et ces nouveaux services, ils ne seront pas obligatoirement gratuits et pas obligatoirement en dehors de nos concessions. Vous pensez à quoi ? Je pense par exemple à l'autopartage, je pense à... Aujourd'hui, on voit apparaître des nouveaux métiers ou des nouveaux besoins. Et encore une fois, c'est là où la force de distributeurs comme nous, c'est l'agilité et la réactivité. C'est-à-dire que vous pourriez avoir dans vos concessions d'autres emplois qu'aujourd'hui, traditionnels. Ça serait quoi ? Vous pensez à quoi ? Est-ce que des conseillers sur les services ou des choses comme ça ? Voilà, alors là effectivement on commence à parler des conseillers Genius, qui sont des conseillers 360, qui sont des conseillers produits, expérience client, qui accompagnent le client sur l'ensemble de ses besoins. Avant peut-être d'inventer des nouveaux services, je pense qu'il faut que, c'est ce qu'on se disait, il faut qu'on aille jusqu'au bout des services actuels et qu'on ôte les contraintes. Exemple, ça emmerde tout le monde d'amener son véhicule à la concession. Oui. On est contraint en termes d'horaire, on doit poser une demi-journée de congé pour aller la chercher, on doit aller chercher le véhicule avant 18h. En fait, on vous montre trop les coulisses de la concession et trop nos contraintes. Il faut qu'on se mette à la place du client et il faut qu'on arrive à construire des offres qui répondent à ses propres attentes. Et c'est ce que disait Olivier il y a quelques instants, ces offres n'ont pas forcément à être gratuites. On peut vous proposer d'aller chercher le véhicule chez vous, on peut vous proposer des plages horaires élargies, on peut vous proposer un certain nombre de services, et je crois que si on a un peu d'imagination, on peut aller très loin. En revanche, ils seront payants. Vous pensez que les clients sont prêts à payer pour ce type de service ? On voit des nouveaux acteurs arriver qui sont des purs players du service, ils font payer sans vergogne leur mise à disposition, leur covoiturage, tout. Nous, on n'ose pas le faire. À nous de le faire. Le cœur du métier restant quand même de vendre des automobiles essence, diesel, électrique. Oui. Et ça pendant de longues années. Hydrogène, on peut tout vendre. Oui. Hydrogène. Vous en vendez des hydrogènes ? Ah bah oui, non. Chez Toyota, alors
il y a un véhicule qui existe, mais on ne l'a pas tellement en concession. Vous avez vu que Toyota France a passé un accord avec la société Hype pour mettre des Mirai en taxi. Cela dit, on verra s'ils ont raison ou s'ils ont tort. Aujourd'hui, mais vous n'avez pas encore un client qui est venu, Monsieur Lamirault, je voudrais une Mirai. Non, on n'en a pas encore, mais il y a 20 ans, on n'avait pas un client qui venait nous voir en disant Monsieur Lamirault, j'aimerais bien vous acheter une Prius. Aujourd'hui, Toyota dit très clairement, avec l'hydrogène, nous en sommes exactement au même point qu'il y a 20 ans avec la Prius. Donc, pour nous, c'est très encourageant, et c'est clair. Alors, ils se trompent peut-être, mais c'est en tout cas intéressant de voir une voie différente. Ce qu'on ne sait pas, en fait, c'est est-ce que l'hydrogène sera une solution pour des véhicules de type tourisme ou ne sera pas une solution pour des transports type véhicules utilitaires ou transport de personnes? Est-ce que c'est une véritable solution au quotidien ou est-ce que c'est simplement une solution de stockage d'électricité? Parce que le vrai problème avec les véhicules électriques, c'est le stockage, et à grande échelle. Peut-être que l'hydrogène sera une solution. Une fois qu'on aura réussi à lever les problèmes de rendement et de problèmes de coût, qu'on arrêtera peut-être de produire de l'hydrogène à base de méthane, qu'on aura des piles qui seront beaucoup plus efficaces, peut-être que ça sera une solution. En tout cas, ça ne va pas contre le véhicule électrique, puisque de toute manière, un véhicule hydrogène, c'est un véhicule électrique. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ai compris. Est-ce que les constructeurs vous écoutent sur la relation client ou ce que veulent les clients? Est-ce qu'ils vous écoutent? Est-ce qu'ils vous entendent? Parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a un hiatus entre ce qui est décidé à Paris et la réalité du terrain. Est-ce que cette réalité du terrain est prise en compte? Est-ce que vous avez l'impression, vous, d'être entendu sur la réalité automobile en France aujourd'hui? Je pense que ça commence effectivement à changer. Ça commence à changer. Beaucoup de nos collègues, comme nous, font des expériences nouvelles que les constructeurs regardent avec intérêt, dont ils peuvent s'inspirer pour en faire... à défaut d'un standard ou d'un process, au moins une recommandation. Donc, oui, les choses commencent à bouger. Moi, je vois certains constructeurs qui ont même renoncé aujourd'hui à des enquêtes de qualité parce qu'ils se rendaient compte que notre but, parce qu'il y avait des sommes importantes en jeu, c'était pas obligatoirement de satisfaire le client, mais qu'il réponde bien au questionnaire. Aujourd'hui, notre préoccupation, alors c'est aussi qu'il réponde bien au questionnaire, mais c'est avant tout qu'il soit satisfait. Est-ce que vous continuez à voir disparaître vos clients après l'achat du neuf, jusqu'à la première révision, 1 an, 2 ans après? De moins en moins, puisqu'on vend de plus en plus de formules packagées, c'est-à-dire l'entretien compris, et à partir du moment où l'entretien est gratuit, le client, c'est clair qu'il revient chez nous. Ça, c'est devenu un dogme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut proposer ça, sinon on meurt. Ça fait partie en tout cas des attentes du client. Quand je vous disais tout à l'heure, le client, il veut que les choses soient le plus simples possible. Quand vous lui dites tu vas payer tant par mois et tu n'auras plus de surprise, je veux dire, aujourd'hui en plus c'est compétitif en termes de loyer. Le client, il n'hésite pas. Pour vous, c'est déterminant parce que vous voyez le véhicule, il y a une offre de reprise. Oui. Donc, vous renouez finalement un contact qui vous échappait avec le crédit affecté. Et comment vous travaillez sur ce sujet-là qui est déterminant pour vous Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir affaire à 2 mondes différents? Le monde urbain, je parle de vos clients, qui viennent dans vos concessions Île-de-France, on va dire, et le fameux monde des territoires, qui depuis le 17 novembre fait entendre sa voix. Alors, la vraie fracture, je ne vais pas utiliser le terme de fracture parce qu'avec les gilets jaunes, ça pourrait prêter à confusion. La vraie différence, on va la sentir peut-être dans le Paris intramuros, ou le Grand Paris. Ou le Grand Lyon, ou le Grand Bordeaux, ou... Alors, on n'a pas encore cette expérience-là, mais probablement. Sans doute. D'accord, ok. Où effectivement, on a un usage hyper urbain de nouvelles mobilités. On a des taux d'équipement qui sont inférieurs à 40%. Moi j'avais connu, quand je suis rentré dans l'automobile, je crois qu'on était encore à 53-54% de taux d'équipement à Paris. Là, on est inférieur à 40%. Moi-même, je n'aurais pas de voiture si je n'étais pas concessionnaire. Et j'habite le centre de Paris. Mais le centre de Paris, c'est 2 millions de personnes. Si on ajoute la petite couronne, c'est peut-être 3 millions de personnes. C'est très loin du reste de la France. Et quand on regarde l'Île-de-France, quand on regarde Chartres, la Mayenne ou la Bretagne, et c'est ce que disait Olivier tout à l'heure, on est encore sur des utilisations et des usages beaucoup plus classiques. Et on a besoin de sa voiture individuelle. Il y a un état d'esprit différent. Il y a un état d'esprit différent.
On a parlé des énergies alternatives, il y a aussi le véhicule connecté, avec des fonctions de plus en plus abondantes, mais aussi complexes. Comment vous assurez la mise en main? Parce que finalement, on se rend compte qu'à l'utilisation, il y a énormément de gens qui utilisent, et certaines études constructeurs en témoignent d'ailleurs, entre 30 et 40% des fonctions du véhicule. Est-ce que maintenant vous prenez ça à cœur pour qu'on leur explique, même si ça peut être indigeste, parce que c'est vaste aussi. C'est ce que disait Édouard tout à l'heure. Aujourd'hui, on crée un nouveau métier dans nos affaires. Alors certaines marques l'appellent Genius. Moi, je crois que c'est important d'avoir un collaborateur passionné du produit, qui partage sa passion avec le client. Donc c'est lui qui doit faire l'essai et non pas le vendeur. Et c'est lui qui doit faire la mise en main et pas le vendeur, parce que les voitures sont tellement compliquées qu'il faut bien les connaître. Et un vendeur, pour avoir été moi-même vendeur, quand vous faites un essai, vous vous dites merde, s'il y a un client acheteur qui rentre, moi je suis en train de faire le zozo avec papa et maman là dans la voiture, et quand on fait la livraison, pareil, s'il y a un acheteur, je vais peut-être le louper. Donc je crois qu'il faut faire évoluer le métier de nos collaborateurs et avoir, parce que les voitures, encore une fois, sont de plus en plus compliquées, avoir ces spécialistes qui puissent bien expliquer aux clients comment fonctionne leur véhicule. Et parce qu'on n'a pas un client, on a plusieurs types de clients, parce qu'on parle de véhicules connectés, souvent on pense aux véhicules gadgets. Il faut faire la différence, on va avoir des clients qui ne veulent que des véhicules très simples. C'est pour ça que la marque Dacia fonctionne. On est sur un véhicule entry, mais surtout, on est sur un véhicule où le client n'est pas embarrassé, ne paye pas ce qu'il ne veut pas. Après, on a des véhicules qui sont effectivement beaucoup plus technologiques. Et là, on voit les mises en main durer de plus en plus. Et on a régulièrement des mises en main qui durent pratiquement 2 heures. Si on parle du véhicule connecté, c'est peut-être aussi ça qui rend notre métier aussi excitant aujourd'hui. Un véhicule connecté, on peut aller un peu plus loin et on peut parler aussi du véhicule autonome qui va lui encore plus bouleverser nos modèles économiques. Mais je trouve ça assez génial. Sur le plan sociétal, tout ce qui va découler du véhicule autonome, alors que nous, on ne connaîtra pas, hein, ce sera probablement nos enfants. On prend un peu de retard sur l'affaire autonome. On prend un peu de retard, mais on n'est pas à l'abri aussi d'accélération. On voit les pouvoirs politiques, l'impact qu'ils peuvent avoir à tort ou à raison sur le tissu industriel et sur les emplois, hein, pour reprendre ce que disait Carlos Tavares. On peut avoir des accélérations qui ne sont pas forcément logiques. En l'état, on a l'impression de prendre un peu de retard, mais qui sait demain. Demain, il y a l'enjeu de la data autour du véhicule autonome. Parce qu'au fond, le véhicule autonome, on va réduire le nombre de morts sur la route, on va avoir des véhicules qui vont se conduire tout seuls, mais surtout, avant tout, ça va être un enjeu de données, parce qu'on va vivre dans le véhicule. Ça va être un changement sociétal. On va passer du temps. Qu'est-ce que je vais consommer dans mon véhicule? Combien de qui demandent Dieu? Quel est mon état de santé? Non, mais c'est phénoménal. Ces changements-là sont phénoménaux. Peut-être qu'on a des assureurs qui vont pousser, peut-être qu'on va avoir d'autres acteurs qu'on n'imagine pas. Ça veut dire que la concession du futur va aussi changer, s'adapter. Alors je pense pas, prendre en exemple les DS Store, est-ce qu'on va se faire ce type de concession, ou vous imaginez déjà d'autres choses? Moi je pense. Olivier, tu m'arrêtes si j'ai une connerie, hein, c'est aussi l'avantage d'être à deux. On parlait de spécialisation des points de vente et des points de service. Il peut y avoir des concepts store, il peut y avoir des concepts de service rapide, il pourra y avoir des concepts de car sharing. Nous-mêmes, nous avions été pilotes pour un projet Renault Mobility. Le premier a été testé dans le réseau et chez nous. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le constructeur, peut-être qu'aujourd'hui, il ne partage pas tous les produits avec nous, mais il partage ses nouveaux projets. Un projet comme celui-ci, il ne l'a pas élaboré seulement en chambre. Tout de suite, il y a eu un projet expérimental et dans le réseau. Donc, il a fait confiance à ses distributeurs. Donc, ce projet Renault Mobility, c'est celui qui, parmi d'autres, va remplacer Autolib à Paris. Donc c'est intéressant parce que le constructeur ou les constructeurs ont bien conscience qu'ils ont des professionnels sur le terrain qui connaissent les clients, qui sont confrontés aux contraintes et qui ne réfléchissent pas au modèle de demain en chambre, ce qui serait une erreur, et qui le testent chez nous. Et on est toujours volontaire pour ce type de projet. Et à propos de professionnels, comment se comportent vos clients en flotte? Parce qu'on n'en a pas parlé, c'est quand même un volet important du marché. Et là, on sait que c'est le TCO qui est roi, point barre. Donc, est-ce qu'on sent quand même des changements ou finalement, c'est les euros sonnants et trébuchants qui dictent le jeu?
C'est beaucoup les euros sonnants et trébuchants. Et ça, nous, on le constate chez Toyota, on commence à faire une percée dans le marché des flottes, parce que certaines sociétés qui ne peuvent pas avoir un véhicule électrique compte tenu de l'utilisation de leurs collaborateurs veulent quand même donner un signal vertueux en ayant des véhicules hybrides. Sur le panel des vendeurs, puisqu'il a été question de ça, et c'est une question un peu candide, mais sur 18 marques, j'imagine, un peu différentes, avec à la fois du très haut de gamme et de l'accessible, est-ce qu'on a des vendeurs, j'allais dire, de Lamborghini spécifiques et des vendeurs de Dacia? Oui, clairement oui. Et alors, quel est le profil de ces deux personnes? Alors, la conviction que j'ai en voyant nos collaborateurs, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la passion que le collaborateur peut avoir pour la marque qu'il représente est perçue par le client est très importante. Donc vous pouvez avoir un vendeur... Ça veut dire qu'il y a des vendeurs passionnés de Dacia? Oui. D'accord. Comme j'ai à l'esprit un de nos collaborateurs passionnés de Skoda. Je veux dire, ils mettent des chaussettes vertes. Non, mais c'est... et on ne lui ferait pas vendre autre chose. On a des vendeurs, puisqu'on a le privilège d'avoir 2 centres alpines, on a des responsables de nos centres alpines qui sont complètement passionnés par la marque. Et un type qui connaît l'histoire d'Alpine par cœur et qui a lu tous les bouquins sur Alpine, vient le voir, il va pas le caler. Donc, c'est important. Maintenant, on peut avoir des profils de vendeurs un peu différents, malgré tout, en fonction de la marque qu'ils vendent et du prix proposé. Un dernier mot pour conclure. Edouard Schumacher, est-ce que vous avez le sentiment que les gens de votre génération s'intéressent encore aux produits automobiles? Je ne parle pas de la mobilité, aux produits automobiles, à la bagnole. Alors, c'est vrai que ça a changé. Je ne sais pas de quelle génération, moi je fais partie, je ne sais jamais. X, Y. Vous êtes né en 81. Oui, c'est Y. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble. Ouais, Y. Et la prochaine, c'est la Z. C'est la Z, c'est dans l'ordre. Ouais. Moi, ce que je crains le plus, c'est la génération Z, qui, elle, ne passera probablement pas son permis de conduire, ou beaucoup moins. Alors, en province, peut-être encore, mais pour qui l'automobile est une contrainte, qui est née avec toutes ces questions politiques, existentielles autour de la pollution et écolo, à juste titre, mais parfois aussi avec des fausses informations, qui risque de se désintéresser de l'automobile, et on le voit déjà dans les grands centres urbains, qui ne seront peut-être jamais nos clients si on n'arrive pas à mettre en place des services sans contrainte, très simples, des applis, des systèmes comme on peut le voir à Paris, où on peut débloquer sa trottinette avec son appli. Si on n'est pas capable d'être aussi simple et aussi agile, ils ne viendront jamais jusqu'à nous. En revanche, cette passion automobile, elle reste pour des marques de grands rêves. Et je vois sur les réseaux sociaux tout le succès qu'on peut avoir avec la marque Lamborghini, Maserati, Alpine, très très fort Alpine chez la jeune génération. Et quand je dis la jeune génération, c'est des 10 ans. Donc la passion, elle est toujours là pour des produits d'exception. Et ça, il faut entretenir cette flamme absolument, parce que ça rejaillit sur l'ensemble des constructeurs et des marques. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Ce sera le mot de la fin. Évidemment une belle année, et de ne pas divorcer, c'est cela? Ah, c'est pour le pire et surtout pour le meilleur. C'est surtout le meilleur. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce Face à la Presse. À bientôt.